Léon Tolstoï, l'enfance. Chapitre 22, avant la mazurka. Ah, il y aura des danses. Il paraît qu'on va danser chez vous, dit Sergeant en sortant du salon et en tirant de sa poche une paire de gants de peau toute neuve. Il faut mettre ces gants. Comment faire? Nous n'avons pas de gants, pensai-je. Il faut monter en chercher. Mais j'eus beau fouiller dans toutes les commodes, je ne trouvais dans l'une d'elles que nos gants de voyage en laine verte et ailleurs un gant de peau qui ne pouvait absolument pas me servir. Premièrement, parce qu'il était vieux et sale, et deuxièmement, parce qu'il était trop grand, et qu'il manquait le troisième doigt, coupé depuis longtemps, déjà par le Kara Ivanovitch, quand il avait eu mal à la main. Cependant, j'enfilai ce reste de gants et je considérais fixement ce bout de milieu qui toujours était taché d'encre. Ah, si Natalia Savitnicha était ici. Chez elle, on trouverait sûrement des gants. Je ne puis descendre comme cela, parce que si l'on me demande pourquoi je n'en danse pas, que dirais-je? Et je ne puis non plus rester ici, car on s'apercevra de mon absence. Que faire, dis-je, en agitant les mains. Que fais-tu ici? Me demanda Volodya, qui entrait en courant. Viens vite inviter une dame. Ça va commencer tout de suite. Volodya fit d'une voix presque désespérée en montrant ma main, dont deux doigts sortaient par la coupure du gant. Sale. Volodya, tu n'y as pas pensé? À quoi? Fit-elle avec impatience. Ah, au gant, ajouta-t-il d'un ton indifférent en regardant ma main. En effet, il n'y aura pas. Il faut demander à grand-mère ce qu'elle dira. Et sans réfléchir un instant, il courut en bas. Le sang-froid qu'il garda dans une circonstance que je jugeais si importante me tranquillisa, et je courus en hâte au salon en oubliant tout à fait l'affreux gant qui me couvrait ma main gauche. En m'approchant doucement du fauteuil de grand-mère et en touchant légèrement sa mantille, je lui chuchotai. « Grand-mère, que faut-il faire? Nous n'avons pas de gants. »« Quoi, mon ami? Nous n'avons pas de gants, répétai-je, en m'approchant tout près et en posant mes deux mains sur les bras du fauteuil. Eh bien, et cela, dit-elle, en m'attrapant subitement par la main gauche. Voyez, ma chère, continua-t-elle, en s'adressant à madame Valaknia. Voyez, comme ce jeune homme s'est fait élégant pour danser avec votre fille. Grand-mère me serrait fortement la main et gravement regardait d'un air interrogateur les invités, jusqu'à ce que la curiosité de tout étant satisfaire, un rire général éclata. J'eusse été trop attristé que Géorgia me vit dans ce moment. Quand tout décomposé de honte, j'essayais en vain de délivrer ma main, mais devant Sonitcha qui riait aux larmes et dont les boucles dansaient autour de son visage empourpré, je n'avais aucune honte. Je compris que son rire était trop clair et trop naturel pour être moqueur. Au contraire, ce fait d'avoir ri ensemble en nous regardant l'un l'autre dans les yeux me rapprocha d'elle. L'aventure du gant qui eût pu finir mal me donna cet avantage, qu'elle me mit à l'aise dans une société qui m'effrayait toujours, celle du salon, et je n'éprouvais plus déjà la moindre gêne dans la grande salle. Les souffrances des personnes timides viennent de leur ignorance de l'opinion qu'ont d'elles. Dès que cette opinion est exprimée clairement, quelle que soit la souffrance, était-elle assez charmante. Sonisha Vanlaknia, quant à elle, dansait vis-à-vis de moi, le quadrille français avec le jeune prince si gauche, comme elle souriait gentiment quand, dans la chaîne, elle me tendait la main. Avec elle, grâce sautait en mesure sur sa tête, ses boucles châtaient, avec quel charme. Elle faisait que ses petits pieds jetés assemblés à la cinquième figure, quand ma danseuse traversa et resta de l'autre côté, et que moi, attendant la mesure, je faisais cavalier seul. Sonitchka fronça gravement ses petites lèvres et regarda de côté. Mais elle craignait en vain pour moi. Je fus hardiment chassé en arrière, glissade, et pendant que je m'approchais d'elle, je lui montrai gaiement le gant duquel je sortais deux de mes doigts. Elle éclata de rire et ses petits pieds glissèrent encore plus gracieusement. Sur le parquet, je me souviens encore qu'en faisant le rond et nous prenant tous par la main, elle pencha la tête et sans sortir sa main de la mienne, frotta de son gant le petit bout de son nez. Tout cela est encore devant mes yeux. J'entends encore le quadrille, la sirène du Danube, au son duquel ces choses se passaient. Puis vint la deuxième contredanse que je dansais avec Sonitchka. Me trouvant tout à côté d'elle, je me sentis extraordinairement embarrassé. Je ne savais absolument que lui dire. Quand mon silence m'y parut trop long, craignant qu'elle me prit pour un imbécile, je me décidai à la tirer, coûte que coûte, d'une telle horreur sur mon compte. « Vous êtes une habitante de Moscou, dis-je, et après une réponse affirmative, je continuai, et moi, je n'ai encore jamais fréquenté la capitale. En comptant beaucoup sur l'effet du verbe fréquenter, cependant, je compris que la conversation, malgré ce début brillant qui montrait avec évidence ma grande connaissance de la langue française, ne pourrait continuer sur ce ton. Notre tour de danser ne venait pas tout de suite, et le silence s'établit de nouveau. Je la regardais avec inquiétude, désirant savoir quelle impression je lui faisais. Et, attendant qu'elle vînt à mon secours
Où avez-vous trouvé un si drôle de gant me demanda-t-elle tout à coup. Et cette question me fit plaisir et me soulagea. Je lui expliquai que c'était un gant appartenant à Karl Ivanovitch et je m'étendis même un peu ironiquement sur la personne de Karl Ivanovitch. Comme il est grotesque quand il ôte son bonnet rouge, comment une fois il est tombé de cheval avec son pardessus vert. Juste dans une mare, etc. Le quadrille passa comme rien. Tout cela était fort bien, mais pourquoi avais-je parlé ironiquement de Karl Ivanovitch? Aurais-je perdu la bonne opinion de Sonitchka à mon égard en lui parlant de Karl Ivanovitch avec l'affection et l'estime que j'avais pour lui? Quand le quadrille fut terminé, Sonitchka me dit merci, aussi gentiment que si j'eusse mérité sa reconnaissance. J'étais enthousiasmé. Je ne me sentais pas de joie et je ne savais pas moi-même où j'avais pris cette hardiesse, cette assurance et même cette audace. Rien ne put m'intimider, pensai-je, en me promettant avec insouciance dans la salle. Maintenant, je suis prêt à tout. Serge me proposa d'être son vis-à-vis. Bon, dis-je, je n'ai pas de danseuse, mais j'en trouverai. En jetant dans la salle un regard décidé, je m'aperçus que toutes les danseuses étaient invitées, sauf une grande demoiselle qui était debout à l'entrée du salon. Vers elle s'avança un jeune homme qui sembla-t-il, avait l'intention de l'inviter. Il était à 2 pas d'elle et moi à l'autre bout de la salle. En un clin d'œil, en glissant gracieusement sur le parquet, je franchis la distance qui me séparait d'elle et avec une révérence d'une voix résolue, je l'invitai pour une contredanse. La grande demoiselle, en souriant avec bienveillance, me tendit la main. Le jeune homme resta sans danseuse. J'avais une telle conscience de ma force que je ne fis aucune attention au dépit du jeune homme. Mais je suis après qu'il demanda quel était ce petit gamin ébouriffé qui avait couru devant lui et à son nez lui avait pris sa danseuse. Léon Tolstoï, L'enfance, chapitre 22, la mazurka. Le jeune homme à qui j'avais pris sa danseuse dansait la mazurka dans le premier couple. Il s'élança sur la place en tenant sa danseuse par la main et au lieu d'exécuter le pas de basque que Mimi nous avait enseigné, il courut tout simplement en avant. Arrivé au coin, il s'arrêta, écarta le pied, frappa du talon, se retourna et à petits sauts courut encore plus loin. Comme je n'avais pas de danseuse pour la mazurka, je m'étais assis derrière le fauteuil de grand-mère et j'observais. Que fait-il donc, pensais-je à part moi. Ce n'est pas du tout ce que Mimi nous a appris. Elle assurait que tout le monde danse la mazurka sur la pointe des pieds en faisant le pas glissé et des ronds de jambes. Et voilà qu'on danse tout à fait autrement. Ainsi, les Yvines, Étienne, tous ceux qui dansent ne font pas le pas de basque et Volodia a adopté la nouvelle manière. Ce n'est pas vilain. Comme Sonitchka est charmante. Ah, elle danse. J'étais parfaitement heureux. La mazurka touchait à sa fin. Quelques personnes âgées s'approchèrent pour prendre congé de grand-mère et se retirèrent. Les laquais, en évitant les danseurs, portaient avec précaution les couverts dans les pièces du fond. Grand-mère paraissait très fatiguée et ne parlait qu'à contre-cœur et d'un ton traînant, languissamment. Pour la 30e fois, les musiciens recommençaient le même motif. La grande demoiselle avec qui j'avais dansé m'aperçut en faisant une figure et souriant perfidement, sans doute pour faire plaisir à grand-mère. Amenant près de moi Sonitchka et l'une des innombrables princesses. « Rose ou Horty ?» demanda-t-elle. « Ah, tu es là ?» fit grand-mère en se retournant sur son fauteuil. « Va donc, mon ami, va donc !» En ce moment, j'avais plus envie de cacher ma tête sous le fauteuil de grand-mère que de quitter ma place. Mais comment refuser? Je me levai, répondit Rose, en regardant timidement Sonitchka. Je n'avais pas réussi à me reconnaître. D'une main gantée de blanc était dans la mienne et que la princesse se mettait en avant avec le sourire le plus agréable, ne se doutant nullement que je ne savais absolument que faire de mes jambes. Je savais que le pas de basque n'était pas admis et même qu'il pourrait m'attirer un affront.
mais l'air connu de la mazurka, agissant sur mon ouïe, produisant une excitation directe de mes nerfs acoustiques qui à leur tour transmit ce mouvement à mes jambes. Et celles-ci, tout à fait involontairement et au grand étonnement des spectateurs, commencèrent à faire le pas fatal, rond, sur la pointe des pieds. Comme nous avancions en ligne droite, cela allait encore, mais je m'aperçus qu'au tournant, si je ne faisais pas attention, je devancerais ma danseuse. Pour éviter ce scandale, je m'arrêtai avec l'intention de faire ce même petit tour que j'avais vu faire si élégamment au jeune homme du premier couple. Mais au moment même où les gens m'écartèrent, je m'apprêtais à sauter. La princesse, tournant rapidement autour de moi, se mit à contempler mes pieds d'un air d'étonnement et de curiosité bête. Ce regard me perdit. Je me troublais tellement qu'au lieu de danser, je piétinais sur place d'une façon qui ne coordonnait ni avec la mesure, ni avec rien. Enfin, je m'arrêtai tout à fait. Tout le monde me regardait, qui avec surprise, qui avec curiosité, qui d'un air railleur, qui avec compassion, grand-mère seule regardait avec une indifférence complète. « Il ne fallait pas danser si tu ne savais pas, dit à mon oreille la voix irritée de mon papa. En m'éloignant doucement, il prit la main de ma danseuse, fit avec elle un tour à l'ancienne mode que tout le monde admira et la reconduisit à sa place. Juste en ce moment finit la mazurka. Mon Dieu, pourquoi me punis-tu si cruellement? Tout le monde me méprise et me méprisera toujours. La route m'est à jamais fermée. Amitié, amour, honneur, tout est perdu. Pourquoi Volondia me faisait-elle des signes que chacun remarquait et qui étaient inutiles? Pourquoi cette affreuse princesse regardait-elle ainsi mes pieds? Pourquoi Sonitchka, elle est bien gentille, mais pourquoi souriait-elle en ce moment? Pourquoi papa a-t-il rougi et m'a-t-il pris par le bras? Aurait-il honte de moi? Oh, c'est affreux! Si maman était là, elle ne rougirait pas de son Nikolenka. Mon imagination vole vers cette chère image. Je me souviens de la prairie devant la maison, des grands tilleuls du jardin, de l'étang pur sur lequel les hirondelles volent en rond, du ciel bleu marbré de nuages blancs et diaphanes, les meules odorants de foin fraîchement coupés, et encore les mains souvenirs paisibles, colorés, qui flottent dans mon imagination troublée. Léon Tolstoï, L'enfance, chapitre 23, après la mazurka. Pendant le souper, le jeune homme qui avait dansé dans le premier couple se plaça à notre table d'enfants et m'accorda une attention particulière qui eut assez flatté mon amour-propre. Si j'avais pu, après le malheur qui m'était arrivé, sentir quelque chose, mais on aurait dit qu'il voulait coûte que coûte m'égayer. Il me faisait des agaceries, m'appelait bon enfant, et dès qu'aucune des grandes personnes ne nous regardait, il versait dans mon verre des vins divers et m'obligeait à boire. À la fin du repas, quand le maître d'hôtel me versa une demi-coupe de champagne, d'une bouteille entourée d'une serviette, et que l'homme insista pour qu'on me la remplît, et qu'il me la fit avaler d'un coup, je sentais une chaleur agréable dans tout mon corps, une tendresse particulière envers mon joyeux protecteur, et je ne sais pas pourquoi, j'éclatai de rire. Tout à coup, dans la salle, les notes du grand-père se firent entendre, et l'on se leva de table. Aussitôt, mon amitié avec le jeune homme cessa. Il partit avec les grands, et moi, n'osant pas le suivre, je m'approcha avec curiosité pour entendre ce que disait à sa fille Madame Valakina. Encore une petite demi-heure, disait Sonitchka d'un ton persuasif. Vraiment, c'est impossible, mon ange. Je t'en prie, accorde-moi cela, continuait-elle toute câline.
Seras-tu contente si je suis malade demain ? Demanda Madame Valakina, qui commit l'imprudence de sourire. Ah, tu as permis, nous restons, cria Sonitchka en sautant de joie. Que faire avec toi ? Va donc, danse, te voilà un cavalier, dit-elle en me montrant. Sonitchka me prit la main et nous courûmes dans la salle. Le vin que j'avais bu, la présence et la gaieté de Sonitchka m'avaient fait oublier l'aventure malheureuse de la mazurka. Je faisais les pas les plus comiques. Tantôt imitant le cheval, je courais au petit trot et levais fièrement les jambes. Tantôt je piétinais sur place comme un mouton qui se fâche contre un chien. Et en même temps je riais de tout mon cœur, et je n'avais pas la moindre inquiétude de l'impression que je pouvais faire sur les spectateurs. Sonitchka aussi ne cessait de rire. Elle ria parce que nous tournions en rond en nous tenant les mains. Elle riait en regardant un vieux seigneur qui enjambait lentement un mouchoir, comme si c'était bien difficile. Elle éclatait de rire quand je sautais presque jusqu'au plafond pour montrer mon agilité. En traversant le cabinet de grand-mère, je regardais dans le miroir. Mon visage était en sueur, mes cheveux en désordre, avec des mèches plus raides que jamais. Mais l'expression du visage était si gaie, si bonne, si saine, que je me plut à moi-même. J'étais toujours comme maintenant, pensais-je, je pourrais encore plaire. Mais quand de nouveau je regardais le beau visage de ma danseuse, outre cette expression de gaieté, de santé et d'insouciance qui me plaisait en lui, la beauté élégante et douce que je vis me donna du dépit contre moi-même. Je commençais à comprendre. C'était sot d'attirer sur moi l'attention de cette séduisante créature. Je ne pouvais espérer la réciprocité et je ne songeais pas. Même sans cela, mon âme était pleine de bonheur. Je ne comprenais pas qu'après le sentiment d'amour qui remplissait mon âme de délices, on pût espérer de bonheur plus grand et désirer encore quelque chose de plus. Sinon, que ce sentiment ne disparut jamais. Je me sentais heureux. Mon cœur palpitait comme un pigeon captif. Le sang y affluait sans cesse et je voulais pleurer. Quand nous passâmes le couloir, devant le cabinet noir au-dessus de l'escalier, je le regardais et pensais. Quel bonheur ce serait de pouvoir vivre des siècles avec elle, dans ce cabinet noir, sans personne sache que nous y sommes. C'est très gai aujourd'hui, n'est-ce pas ? Dis-je d'une voix basse et tremblante, en pressant le pas, effrayée moins de ce que je disais, de ce que j'avais l'intention de dire. Oui, beaucoup, répondit-elle en tournant sa tête vers moi, avec une expression si franche, si bonne que je ne cessais d'avoir peur. Surtout après le souper, mais si vous saviez combien j'ai de peine, je voulais dire de tristesse, mais je n'osais pas, que vous partiez bientôt et de ne plus vous revoir. Pourquoi nous verrons-nous plus ? Dit-elle en regardant fixement le bout de ses souliers, en faisant glisser son petit doigt sur un paravent en grillage devant laquelle nous passions. Chaque mardi et chaque vendredi, je vais avec maman au boulevard. Tverskoï. Est-ce que vous n'allez pas vous promener ? Nous demanderons certainement à y aller mardi. Et si on ne vous le permet pas, si on ne nous le permet pas, j'y courrai seul. Sans chapeau, je sais le chemin. Savez-vous, fit subitement Sonitchka, je tutoie tous les jeunes garçons qui viennent à la maison. Voulez-vous aussi que nous tutoyions ? Veux-tu ? Ajouta-t-elle en secouant la tête et me regardant droit dans les yeux. À ce moment-là, nous entrions dans la salle où commençait une nouvelle partie, très animée du grand-père. Eh bien, vous, dis-je un peu après, quand la musique et le bruit pouvaient étouffer mes paroles. Mais non, toi, et pas vous, corrigea Sonitchka en riant. Le grand-père s'acheva avant que j'eusse pu prononcer une seule phrase avec tu, bien que je n'eusse cessé d'en inventer où ce pronom se répétait plusieurs fois. Je ne savais pas assez l'audace pour cela. Veux-tu, mais non toi, sonnait à mes oreilles et me causait un enchantement quelconque. Je ne voyais rien, ni personne, sauf Sonitchka. Je regardais comment elle relevait ses cheveux bouclés et les ramenait derrière l'oreille, découvrant ainsi une partie du front et des tempes que je n'avais pas encore vues. Je vis comment on l'enveloppa si soigneusement dans le châle vert qu'on n'apercevait plus que le bout de son petit nez. Je remarqua que s'il n'avait pas fait de ses petits doigts roses une petite ouverture près de la bouche, elle aurait étouffé.
et j'ai vu comment, en descendant de l'escalier avec sa mère, elle se retourna vers nous, fit un signe de tête et disparut derrière la porte. Volodia, les Yvines, les jeunes princes et moi étions tous amoureux de Sonishka, et restant sur l'escalier, nous la suivons des yeux. À qui de préférence a-t-elle fait le signe de tête? Je ne sais pas, mais en ce moment j'étais fermement convaincu qu'il s'adressait à moi. En disant adieu aux Yvines, je parlais très librement, même un peu froidement à Seryoja, et lui serrai la main. Serra la main. S'il comprit que de ce jour il avait perdu mon amour et son pouvoir sur moi, il le regretta assurément bien. Qu'il s'efforça de se montrer indifférent. Pour la première fois de ma vie, je trahissais mes affections, et pour la première fois aussi, j'en sentais la douceur. Il m'était agréable de remplacer l'ancien sentiment de dévouement coutumier par le nouveau sentiment d'un amour plein de mystère et d'incertitude. En outre, à la fois, cesser d'aimer et aimer le nouveau, c'est aimer 2 fois plus qu'auparavant. Здравствуйте, меня зовут Тима. Мне 13 лет. Я учусь в русской школе Антошка в Версале. Меня зовут Лиам. Мне 10 лет. Я учусь в русской школе Антошка в Версале. Здравствуйте, меня зовут Аксель. Мне 12 лет. Я учусь в русской школе Антошка в Версале.